En juin 1997, la paisible communauté de Kobe, au Japon, apprend horrifiée l'assassinat d'un petit garçon. Les circonstances de son décès sont tellement cruelles et barbares que la ville fait appel à une brigade spéciale pour mener l'enquête. Quelques jours plus tard, son meurtrier se manifeste à travers d'inquiétantes lettres envoyées au siège des journaux régionaux. Il signe ses missives par une croix gammée et un pseudonyme, Sakakibara Saito. C'est le début d'une enquête mouvementée qui va aboutir finalement sur un individu insoupçonnable. Dans notre affaire du jour, je vous invite à découvrir avec moi l'histoire terrible et cruelle de Shinichiro Azuma. Avertissement. Certains passages risquent de heurter la sensibilité des auditeurs. Il y est question de torture et de maltraitance infantile et animale. Ce contenu est donc réellement déconseillé aux âmes sensibles et au jeune public. Merci de votre compréhension. La fin des années 90 marque un grand tournant dans la société japonaise. À l'aube de l'année 2000, que beaucoup prophétisent comme étant la fin du monde, les spécialistes font le bilan des mœurs de la population, de l'évolution de la société, des avancées technologiques, mais aussi des grandes affaires criminelles. Il faut dire que les années 80, au Japon, ont été marquées par bon nombre de faits divers extrêmement troublants. Le meurtre abominable de Junko Furuta, survenu en 1989, a fortement marqué la conscience populaire, sans oublier le crime organisé de la toute-puissante mafia, les Yakuza, impliqués dans diverses affaires incluant le milieu de la pègre, la prostitution, les casinos, mais aussi les institutions financières. Grâce à l'expansion des médias et la récente ouverture sur le monde extérieur, ces affaires criminelles sont désormais discutées et plus relayées qu'avant, même à des milliers de kilomètres du pays du soleil levant. En Occident, elles intriguent par leur mystère, leur exotisme et la violence de leurs protagonistes. Cette période de transition voit naître les premiers criminologues et profilers, métier qui était totalement inconnu jusqu'ici, car les affaires criminelles étaient souvent passées sous silence et réglées à l'amiable entre les différentes parties, par souci d'honneur et de réputation. Oui, car que l'on soit coupable ou victime, au Japon, on est généralement logé à la même enseigne, et la police est généralement peu ou pas formée pour mener des investigations. C'est d'ailleurs pour cette raison que les victimes ne portent presque jamais plainte, préférant l'omerta forcée à l'idée d'étaler leur vie privée devant la justice. Maintenir la réputation revêt une importance plus capitale que l'affront que l'on a subi. Entre la fin des années 90 et le début de l'ère 2000, la famille japonaise passe rapidement d'un modèle traditionnel à un style de vie ultra-individualiste, dominé par la charge de travail écrasante, la concurrence sauvage en milieu d'entreprise, le stress chronique et l'abandon des personnes âgées. Résultat, la natalité est en chute libre. Les jeunes ne peuvent ou ne veulent plus se marier comme leurs aînés, car ils n'ont plus le temps, ni d'argent, ni d'énergie à consacrer à cela. L'alcoolisme, le sexe virtuel, les rendez-vous galants commandés sur catalogue, les achats compulsifs et les jeux de hasard comblent désormais le manque affectif et le sentiment d'échec ô combien redouté. Le revers de la médaille de cette nation, souvent perçue comme édulcorée, lisse et parfaite. Pour pallier les maux de cette société ultramoderne qui marche à 100 à l'heure, la nouvelle génération préfère dorénavant se concentrer uniquement sur les plaisirs individuels, souvent obscènes et farfelus. Une bulle protectrice où la jeunesse tente d'oublier les obligations austères du quotidien. C'est justement cette bulle virtuelle et faussement heureuse qui va donner naissance à des criminels d'un nouveau genre. Tueurs imprévisibles et anonymes, otaku confinés et addicts aux jeux vidéo, asociaux névrosés et rejetés par leur entourage. Dorénavant, les tueurs en série ne sont plus les anciens soldats traumatisés de la Seconde Guerre mondiale, ni les yakuza machos et brutaux, ni les clans de motards Bozozuku. Ils peuvent à présent avoir les traits du voisin de palier gentil, mais solitaire, le collègue de bureau qui vit mal son célibat et raffole de porno infantile, le facteur souriant qui partage son lit avec sa poupée gonflable, etc. Dans cette nation singulière, à la culture millénaire, mais toujours aussi hermétique et verrouillée dans ses codes sociétaux rigides, un terrible fait divers vient défrayer la chronique et déchaîner la presse nationale. L'histoire de Shinichiro Azuma, aussi appelé Saito Sakakibara, jeune adolescent de 14 ans, à la bouille innocente, à la frange de cheveux lisses et aux lunettes trop rondes, va marquer pour de longues années la mémoire collective, depuis ce qu'il s'est passé durant l'été 1997. Froid, imperturbable, sans une once de remords, il racontera ses crimes aux policiers, plongeant le pays dans une nouvelle vague de terreur.
L'histoire de Shinichiro Azuma ne commence pas à Tokyo, mais à Kobe, dans le sud de la péninsule. Et je vais vous la raconter. Kobe, années 90. Kobe est une ville portuaire dynamique, située dans la région du Kansai, sur l'île de Honshu. Nichée entre la mer intérieure de Seto et les montagnes de Rokko, elle est réputée pour son équilibre harmonieux entre nature et urbanisme moderne, avec un port historique qui a joué un rôle crucial dans le commerce international depuis l'ère Meiji. Ce qui fait la renommée mondiale de Kobe est certainement son bœuf, une viande de qualité exceptionnelle, caractérisée par son aspect marbré, très prisé par les gourmets. La ville est très fière de son héritage historique, visible à travers des quartiers comme Kitano, où l'on trouve des résidences occidentales anciennes, ou encore Nankimachi, le quartier chinois de la ville. Le tremblement de terre de 1995 a marqué la ville, mais Kobe a fini par se reconstruire avec résilience, en conservant son esprit ouvert et cosmopolite. C'est ici que vit la famille Azuma, dans l'arrondissement de Suma. Les Azuma appartiennent à la classe bourgeoise et leurs revenus sont très confortables. Shinichiro, le premier-né du couple, vient au monde le 7 juillet 1982. Deux autres garçons naîtront par la suite. Ses parents, qui ont largement les moyens de le choyer, ne lui refusent rien. Le père de famille travaille dans l'industrie et doit s'absenter des jours entiers, suivant ses déplacements professionnels. Ayant reçu une promotion, il est obligé de louer un appartement à proximité de son travail et s'y installe tout seul. Ses absences deviennent alors plus prolongées, s'étirant parfois sur des mois entiers sans qu'il n'ait le temps de retourner voir sa famille. Lors de ses rares séjours à la maison, il culpabilise de n'être jamais là et tente de combler le manque affectif des siens en leur offrant de somptueux cadeaux, en leur donnant de l'argent et en les emmenant faire du shopping. Peu démonstratif, il ne les câline pas, car chez les hommes de sa génération, cela s'apparente plus à une coutume étrangère, presque avilissante, empruntée aux Américains. Madame Azuma, à la tête d'une famille devenue monoparentale malgré elle, reporte toute son affection sur ses trois jeunes fils, son orgueil, la prunelle de ses yeux. Suivant la tradition, elle se plie en quatre pour répondre à leurs besoins, leur cuisiner ce qu'ils aiment, toujours la première levée et la dernière couchée. Shinichiro, en particulier, bénéficie de son amour exclusif et inconditionnel. Cela dure jusqu'à la naissance d'un petit frère qui vient lui voler l'attention maternelle. À la naissance d'un troisième nouveau-né, encore un garçon, Shinichiro est totalement ignoré et négligé par sa mère. En réalité, la maman supporte de plus en plus mal son statut de femme seule avec des enfants. Il faut dire qu'au Japon, les familles monoparentales ne sont pas légion et une femme séparée longtemps de son mari, même pour des besoins purement professionnels, finit toujours par éveiller les soupçons. L'a-t-il quitté au profit d'une jeune et jolie maîtresse? Le sait-elle et s'efforce-t-elle de faire bonne figure pour cacher son humiliation? Ont-ils carrément divorcé en secret? Ces questions sourdes mais sournoises, Madame Azuma les entend tout haut dans l'ensemble de son quartier, dès qu'elle met le nez dehors pour aller faire ses courses, conduire ses enfants chez le dentiste ou promener le bébé dans sa poussette. Elle ne peut s'empêcher de sentir sur elle les regards interrogateurs, parfois pleins de pitié, parfois pleins de reproches. Bientôt, elle ne se consacre plus à l'éducation de ses enfants, peut-être parce qu'elle ne peut plus supporter seule la charge d'une famille composée d'enfants d'âge rapproché, ou peut-être par dépit, ou parce qu'elle en veut beaucoup à son mari. Shinichiro est complètement mise au banc de sa fratrie, ignorée par sa mère qui se contente de le nourrir et de lui acheter des vêtements, mais sans plus, le traitant avec une extrême froideur, ignorant ses requêtes, le privant de toute affection, comme s'il était un étranger parmi eux. La grand-mère paternelle, constatant certainement les manquements de sa belle-fille, devient alors une sorte de mère de substitution pour le jeune garçon. Elle vient s'installer chez eux et consacre désormais tout son temps à Shinichiro. À son 10e anniversaire, elle lui offre un chien avec lequel il se lie rapidement. Tous les deux passent leur temps à s'occuper de lui, ce qui renforce leur complicité. Et puis, tout bascule lorsque la grand-mère décède soudainement en 1993 d'une crise cardiaque. Shinichiro, qui la croyait immortelle, vit cela comme un véritable déchirement et une injustice. De toutes les personnes sur Terre, pourquoi les dieux l'ont-ils choisie, elle, et pas une autre grand-mère? Durant les mois suivant cette tragédie, le petit garçon se raccroche de plus en plus étroitement au chien, seul souvenir gardé de sa mamie adorée. Mais l'animal de compagnie meurt à son tour lorsque Shinichiro entre au collège de Tomogaoka. Le cocon protecteur de l'enfant et l'équilibre qu'il lui procurait éclatent alors complètement. À partir de là, rien ne sera plus jamais comme avant. Au collège, il se sent isolé, n'arrive pas à créer de lien avec les autres garçons. C'est aussi un élève médiocre, souvent la tête ailleurs, et que le jeté de craie du professeur rappelle toujours à l'ordre. Les heures de colle et les punitions ne changent rien à son comportement. À la solitude de sa petite enfance
s'ajoute une colère intérieure, aussi sourde qu'impitoyable. Il a l'impression que personne ne le comprend vraiment. Alors, il se replie de plus en plus sur lui-même et commence à développer des idées à tendance morbide. La mort, celle qui lui a arraché sa mamie et son chien, commence à exercer une dangereuse attirance sur lui. Je voulais comprendre ce que c'était la mort, ce que ça faisait. J'ai alors commencé à disséquer des grenouilles, à les écraser avec mon vélo et à égorger les chats de mon quartier. Son autre passion, ce sont les hentai, les mangas pornographiques qu'il regarde en boucle chaque soir en se masturbant à l'abri dans sa chambre. Avec ses parents, les liens sont presque totalement rompus. Son père, qui ne rentre désormais plus voir sa famille à Kobe, passe tout son temps libre à jouer au golf et fréquenter les restaurants d'escorte. Le seul échange qu'il a avec son fils, ce sont les coups et les brimades. Au collège, Shinichiro se bat souvent contre ses camarades de classe, une façon d'évacuer son trop-plein de frustration et de colère. Les autres garçons l'évitent et ont peur de lui, le trouvant bizarre et malsain. Quant aux professeurs, ils font comme s'il n'était pas là. L'un d'eux, cependant, relève son comportement inapproprié et demande à Madame Azuma de conduire Shinichiro chez un pédopsychiatre. Ce qu'elle fait. Le praticien diagnostique chez lui un TDAH, soit un trouble du déficit de l'attention accompagné d'hyperactivité. « Shinichiro, peux-tu sortir un moment et patienter dans la salle d'attente ? Je dois parler à ta mère. » L'enfant, tête baissée et lunettes enfoncées sur les yeux, encore en uniforme, sort sans dire un mot. Il entre en collision avec sa mère, la fait trébucher, avant d'aller s'affaler sur une chaise de la salle d'attente. Le médecin ferme la porte. « Bien, après avoir discuté avec votre fils et lui avoir fait mon test, je suis arrivé à ce constat. Une TDAH. Le problème dont il souffre altère beaucoup sa concentration. »« Vraiment ?» s'exclame la maman, qui n'a pas compris le sens de TDAH. Le médecin hoche la tête d'un air sombre. « Et est-ce que ses notes à l'école sont mauvaises ?»« Oui, la plupart du temps, répond-elle, honteuse. »« A-t-il des difficultés à gérer sa colère, son impulsivité ?»« Oui, l'autre jour, il a cassé la console de son petit frère. Quand j'ai voulu m'expliquer avec lui, il m'a claqué la porte de sa chambre au nez. J'ai dû le punir. » Rendez-vous est pris pour une seconde consultation, mais la maman ne donne plus suite aux visites. Lorsque l'assistante du médecin lui téléphone pour confirmer son rendez-vous, elle lui dit que Shinichiro s'en passerait bien et qu'il va beaucoup mieux. Évidemment, ce n'est que mensonge. Quand Monsieur Azuma apprend de quoi souffre son fils, il entre dans une colère noire et manque de gifler sa femme. « Tu veux insinuer que c'est héréditaire, que j'ai des gens dépressifs et cinglés dans ma famille ? Hein, c'est ça ? » Non, je veux rien insinuer. Tu sais, l'autre fois chez le médecin, il y avait plein d'enfants dans le même cas que lui et il lui jette un regard mauvais et lui fait signe de se taire. « Assez ! Je ne veux plus entendre parler de cette histoire de psy de malheur. Il est impossible que mes fils souffrent de dépression et autres bêtises et caprices occidentaux. Le sujet est clos. » Shinichiro, qui a entendu l'échange musclé de ses parents depuis sa chambre, retourne dans son lit et allume son Walkman. La musique du groupe de pop Puffy Amiyumi lui bourdonne dans les oreilles. À côté des hentai et des dessins animés violents et pornographiques, il se découvre une nouvelle passion. Massacrer les petits animaux de son quartier. Dans un sentier sauvage, situé derrière sa maison, il va qu'à la recherche de ses petites victimes à quatre pattes. Muni d'un couteau de cuisine, Shinichiro ramasse limaces et escargots avant de les couper en deux et les écraser avec sa chaussure, laissant une bouillie visqueuse. Puis, il aligne les restes sur des pierres ou des murets de jardin. Tuer des créatures aussi insignifiantes que des limaces et des insectes apaisait ma colère, racontera-t-il plus tard à ce sujet. Pour cette raison, il s'invente un nouveau jeu tout aussi répugnant, aller pêcher des grenouilles dans une réserve d'eau municipale et les écraser. Une fois la partie de pêche terminée, il aligne son butin en ligne droite avant de les broyer en roulant dessus avec son vélo. À la maison, son comportement de plus en plus étrange n'inquiète personne. Sa mère se contente de lui crier dessus à la réception du bulletin scolaire. Un jour, un voisin vient la voir. « Votre fils se livre à des activités bien étranges. Je l'ai surpris la dernière fois essayant d'éventrer un chat, mais l'animal l'a griffé et s'est enfui. » Au Japon, les réflexions du voisinage sont prises très au sérieux, surtout quand le reproche est fait aux parents au sujet d'un enfant problématique. Le dialogue est rarement choisi dans ces cas-là, et on a recours aux méthodes plus traditionnelles pour corriger le coupable. À son retour de l'école, Shinichiro reçoit donc une raclée de sa mère et est privé de dîner en guise de punition. « Les voisins se plaignent de toi, tu m'as couverte de honte. C'est à cause de toi que je suis toute seule, que ton père ne rentre plus à la maison et préfère rester avec sa maîtresse. » Dans sa tanière,
Shinichiro feuillette ses magazines avec frénésie, découpe avec ses ciseaux les images des personnages de manga féminines, aux formes voluptueuses, et les colle sur un album. Bientôt, il découvre à travers ses lectures des articles qui captent beaucoup son attention. Les serial killers américains, John Wayne Gacy, le clown tueur, est l'un de ses préférés. Le plus inquiétant est qu'il commence à se reconnaître et à s'identifier à eux. Tous, pour la plupart, ont eu des enfances difficiles au sein de familles dysfonctionnelles. Tous avaient une grande intelligence insoupçonnable. Tous se sentaient de trop, mal aimés et incompris dans leur entourage. Exactement comme lui. Parmi cette catégorie d'individus dangereux, il va finir par en vénérer un en particulier. The Zodiac Killer, le tueur du Zodiac. Meurtrier anonyme et pervers qui a sévi à San Francisco au début des années 70, le tueur du Zodiac avait cette particularité de correspondre régulièrement par courrier avec les autorités et la presse, envoyant à chaque crime commis une devinette ou une charade, voire carrément des matrices avec des messages codés à déchiffrer. Un jeu particulièrement sournois dont il fera sa signature attitrée. Après plus de 40 ans de mystère et de meurtres inexpliqués, sa véritable identité n'a été révélée qu'en 2023, mais il n'a jamais été retrouvé ni condamné. Ce qui fascine le plus Shinichiro, c'est la mythologie que le tueur du Zodiac a créée autour de sa personne, la singularité de ses lettres et cette capacité d'échapper à la police et à la justice. Malgré les réflexions des voisins, malgré les brimades et les gifles de sa mère, il reprend ses parties de chasse d'animaux à chaque fois qu'il le peut. Un jour, il capture un pigeon, le décapite avec un petit couteau de poche et place le corps sur la boîte aux lettres d'une voisine. Il emporte la tête de l'oiseau qu'il cache dans le sous-sol de la maison familiale. Les jours suivants, il continue cette macabre activité en s'attaquant aux chats de la rue. Avant de sortir, il prend toujours le temps de préparer son matériel, comme s'il partait en expédition. Sac à dos, mailles en caoutchouc, couteau, ficelle. C'est ainsi que plusieurs félins du quartier disparaissent, tombés entre les mains de l'adolescent dérangé. Leurs carcasses, il les dispose les unes à côté des autres, comme pour un rituel sacrificiel. Surpris en flagrant délit par des voisins, ils vont le dénoncer à sa mère, mais cette dernière les renvoie chez eux avec cette réponse qui en dit long sur son déni. « Allons, Shiro serait incapable de faire cela. » Elle ignore cependant que son fils mijote des choses beaucoup plus inquiétantes encore. 1997. Shinichiro vient d'avoir 14 ans. S'il continue de s'adonner à ces tueries de masse d'animaux du quartier, il se rend compte que cela n'apaise plus vraiment sa colère. C'est à cette époque qu'il se met à croire à un dieu de son invention, une entité vengeresse baptisée Bamoiduki. Pour lui, ce dieu, dont on ignore comment il communique avec lui, le guide et le protège. Dans des croquis qu'il réalise de Bamoiduki, on peut voir ce dernier sous la forme d'une tête de Bouddha décapitée, avec un svastika au milieu du front, des bras multiples et tentaculaires, dépourvus de jambes et flottant dans les airs. Mais pas de dieu sans symbole, alors Shinichiro s'en crée un, inspiré de la signature du Zodiac, une sorte de croix celtique croisée avec une croix gammée enserrée dans un cercle. C'est durant cette période de spiritualité d'un genre particulier qu'il invente un alias, Sakakibara Saito, qui veut dire apôtre, alcool, démon, combattre, rose. Dorénavant, il juge que le temps est arrivé de s'attaquer à un autre genre d'animaux, de ceux qui marchent sur deux jambes, qui hurlent, punissent, isolent et oppriment tout ce qui ne leur ressemble pas. Le 10 février 1997, aux alentours de 16h, Shinichiro Azuma est sur le pied de guerre. Comme d'habitude, il a pris soin de préparer son sac à dos. Il enfourche son vélo et fonce vers l'école primaire de Tainohata. C'est l'heure de la sortie des classes. Les écoliers, en uniformes identiques, quittent l'établissement deux par deux, sous l'œil sévère de la maîtresse et celui, plus attendri, des mamans et des grands-mères venus récupérer leurs chérubins. Il repère rapidement une écolière de 10 ans, marchant toute seule sur le trottoir. Armé de son maillet en caoutchouc, il fonce sur elle et se met à la frapper par derrière. La fillette a le réflexe de se protéger la tête avec ses bras. Terrorisée, elle s'enfuit à toutes jambes. Frustré par cet échec, l'adolescent fait une deuxième tentative aux alentours de 16h50. À cet instant, une fillette de 11 ans passe devant lui sans le voir. C'est le moment propice pour lui. Il jette un regard alentour. La rue est déserte et l'école vient de fermer ses portes. Plus rapide que la première fois, il poursuit la petite fille et lui assène un violent coup de maillet à l'arrière du crâne. Étourdie par le coup qu'elle vient de recevoir, la fillette titube, essaye de se remettre sur pied pour s'enfuir. Mais l'adolescent, plus leste, la devance et lui donne encore 2 autres coups avec sa masse.
Entendant des voix s'approcher, il ramasse son vélo et pédale à toute vitesse, laissant derrière lui la petite fille blessée et inanimée sur le bord de la route. Les deux écolières sont rapidement prises en charge par les secours. La première s'en tire avec quelques hématomes et quitte l'hôpital le soir même. Quant à la deuxième, elle est plongée dans le coma, en proie à un traumatisme crânien. Elle survit heureusement à ses blessures après 2 semaines passées en soins intensifs. Si les parents de la première victime décident de ne pas porter plainte pour éviter de semer le trouble dans leur communauté, où tout le monde les connaît, les parents de la deuxième fille, en revanche, entendent bien demander des comptes aux parents de l'agresseur. La fillette se souvient vaguement de son visage. Elle en fait une description à son père. Kobe est une petite ville avec une communauté paisible qui préfère toujours régler les problèmes à l'amiable. Il est évident qu'une agression qui a conduit 2 filles à l'hôpital commence à alimenter les discussions. Apprenant par des témoins qu'un garçon âgé entre 12 et 14 ans conduisant une bicyclette et portant le blazer du collège de Tamagaoka était aux abords de l'école ce jour-là, le père de la victime décide d'aller voir le directeur de l'établissement et demande à consulter la fiche individuelle du garçon en question. Mais il se heurte au refus catégorique du proviseur, arguant que les fiches sont confidentielles et que si l'affaire s'ébruite, la réputation de son collège serait à jamais perdue. Furieux, le papa se tourne vers les autorités et va porter plainte, espérant obtenir gain de cause. Les policiers prennent sa déposition et promettent de faire une demande au directeur du collège. Demande qui sera à nouveau refusée. L'affaire s'en tiendra là et la famille de la fillette, découragée, finit par abandonner sa plainte. De son côté, Shinichiro se trouve ravi de cette première agression physique qui lui procure sa première véritable montée d'adrénaline et un sentiment de supériorité. Une joie qui finit par retomber comme un soufflet. Car dans l'esprit troublé de cet adolescent, la souffrance qu'il a infligée à ses filles n'était pas suffisamment violente à son goût. Il décide alors de changer de tactique et de mieux s'équiper. Et c'est ainsi qu'il troque son maillet contre un marteau en acier. Le 15 mars de la même année, à l'heure de la sortie des classes, Shinichiro repère une nouvelle victime. Son nom est Yamashita Ayaka et elle a 10 ans. Il la voit en train de marcher seule dans le parc désert, situé derrière l'école. À cette heure-ci, les promeneurs sont rares car tous les adultes sont soit au bureau, soit à la maison en train de préparer le repas du soir. Cette fois-ci, Shinichiro tente une approche différente et va à sa rencontre. « Salut, tu sais où sont les toilettes ? Alors, tu traverses cette allée et tu tournes à gauche. Au fond, tu verras une sorte de petite maison avec un distributeur de mouchoirs. C'est là-bas. » Il feint de ne pas comprendre et se gratte nerveusement l'arrière de la tête. Merci, mais tu sais, j'ai pas le sens de l'orientation. J'ai bien peur de me perdre dans le parc. Ayaka éclate de rire. T'es stupide ou quoi ? C'est pourtant clair. L'allée tout droit et puis à gauche. Énervé à l'idée d'être moqué par elle, il se ressaisit pourtant et prend son ton le plus gentil et innocent. Non, vraiment, je sais pas, tu ne voudrais pas m'accompagner plutôt ? La fillette soupire en haussant les épaules d'un air las. Bon, d'accord, allons-y. Ils se mettent en route en silence. Pour faire plus vite, Shinichiro fait asseoir Ayaka devant et se met à pédaler à toute allure. Arrivé devant le bâtiment des toilettes, la fillette pointe le doigt vers le distributeur à mouchoirs en papier. « C'est ici, arrête-toi, comme ça je descends. » La prenant par surprise, et sans lui donner le temps de faire un geste, Shinichiro sort son marteau et lui assène par derrière plusieurs coups sur la tête. Ayaka s'effondre sur le sol. Malgré le choc et la douleur, elle est encore consciente. Elle jette un regard suppliant et terrorisé à son agresseur. Mais il n'a pas de pitié pour elle. Avec son marteau, il lui casse la mâchoire et lui donne des coups sur les bras et les jambes, avant de la laisser pour morte et s'enfuir à toute vitesse. Gravement blessée et physiquement trop faible pour supporter le choc, Ayaka décède à l'hôpital quelques jours plus tard. Le jour même de cet accident, Shinichiro croise une autre fille. Jugeant qu'elle le regarde de travers, il sort son couteau de cuisine de son sac et le lui enfonce dans l'abdomen. Une blessure d'une profondeur de 13 cm. Heureusement pour elle, et malgré la gravité de la blessure qu'elle a subie, elle survit miraculeusement à cette attaque après 1 mois en soins intensifs. Surtout, elle a eu le temps de mémoriser le visage de son assaillant. Nous reviendrons plus tard sur ce point. De retour chez lui, Shinichiro s'enferme dans sa chambre et écrit dans son journal intime. Aujourd'hui, j'ai vécu une expérience unique et mystique qui m'a démontré à quel point l'être humain est fragile. Je l'ai frappé avec mon marteau et quand son regard a croisé le mien, je l'ai encore frappé à plusieurs reprises. Du moins, je le crois. J'étais tellement excité. Le 23 mars 1997, le journal local de Kobe publie l'annonce funéraire de Yamashita Ayaka. Sa mort tragique et les circonstances dans lesquelles elle s'est déroulée sont diffusées à la télévision et à la radio.
Shinichiro, qui prend son petit déjeuner avec sa mère et ses frères, entend cette dernière commenter l'annonce. « Pauvre petite, elle était trop jeune pour partir si tôt. Et la police ne sait même pas qui est le coupable. » Le soir, à son retour du collège, l'assassin écrit dans son journal. « Évidemment que la police ne sait pas qui est le coupable. Un grand merci à toi, ô grand Bamo Hidoki, de m'avoir protégé. J'espère que tu continueras à le faire encore. » Comme annoncé, la police est complètement dépassée par les événements et les indices sont faibles. Non habitués à mener des investigations de ce calibre, les policiers font du surplace et recueillent des témoignages à la sauvette, à la sortie des supermarchés et devant les établissements scolaires. En vain. Durant les 2 mois que durent les recherches, l'enquête tourne en rond et est d'ores et déjà condamnée à être classée. De son côté, Shinichiro se réjouit de la psychose qui règne à la suite du décès très médiatisé d'Ayaka, qui a profondément choqué la communauté. Le meurtre de la fillette et la blessure au couteau de la seconde lui ont procuré une jouissance sexuelle quasi psychédélique, comme il n'en a jamais ressenti de pareil auparavant. Il regrette seulement de ne pas avoir emporté avec lui des effets leur appartenant pour pouvoir se masturber dessus, à loisir. Dans le secret absolu de sa chambre, il se prépare déjà à frapper une seconde fois avec beaucoup plus de dégâts et de violence. La machine à tuer est désormais en marche. Après les émotions fortes de ces dernières semaines, il se remet en chasse pour traquer une nouvelle victime. Et il finit par la trouver. Il y a dans son collège une classe spécialisée pour enfants souffrant de déficiences psychomotrices, de dyslexie et d'autisme. Il se trouve que Shinichiro connaît l'un d'entre eux, le petit Yoon Haz, 11 ans, le fils du radiologue du quartier et un ami de la famille. Yoon est d'ailleurs un visiteur régulier de la maison des Azuma. Fasciné par les tortues que possède l'un des frères de Shinichiro, il vient spécialement chez eux pour les voir. Le sourire jovial de l'enfant, ses éclats de rire à la vue des reptiles, ses gestes maladroits, ses yeux minuscules enfoncés derrière de gros verres de lunettes, énervent et excitent en même temps Shinichiro, qu'il observe à la dérobée depuis la fenêtre de sa chambre. Le 24 mai 1997, vers 13h40, Yoon est abordé par le jeune meurtrier qui arrive sur son vélo. « Salut Yoon, tu vas où comme ça ? Chez mon papy ?» Shinichiro s'accroupit pour être à sa hauteur. « Tu sais, je connais un endroit secret où nagent des centaines de tortues géantes, plus grosses que toi. » Les yeux du petit garçon s'arrondissent et se mettent instantanément à briller. « C'est vrai ? Où ça ? Où ça ? » « C'est une surprise. Viens avec moi. » Yoon, ne soupçonnant rien des plans macabres du frère de son ami, le suit. Il est très enthousiaste à l'idée de voir ses animaux préférés. Ils montent tous les deux jusqu'à une colline qui surplombe leur quartier. Fatigué de marcher, Yoon attrape la main de Shinichiro. « On n'est pas encore arrivé ? Quand est-ce que je verrai les tortues, Shiro ? On y est presque !» Ils traversent un sentier battu envahi par la végétation. Ils sont tout seuls dans cet endroit qui n'incite pas vraiment à la promenade. Ils montent des escaliers en forme de tablette. Yoon est amusé. Il dit qu'il ressemble à du chocolat. Shinichiro lui fait un sourire moqueur et mauvais. Finalement, ils arrivent à la hauteur d'une cabane, entourée de fils barbelés et abritant un émetteur de câbles télévisés. En contrebas, se trouve un réservoir d'eau, sans tortue cependant. Ce qui ne manque pas de faire réagir le petit garçon. Il fait une moue dépitée et tire sur la veste d'uniforme de son ami pour qu'ils aillent chercher les tortues. Après tout, il a fait un détour exprès pour cela. Shinichiro, profitant de son inattention, le saisit fermement par la nuque et l'étrangle par derrière avec une ficelle. Yoon ne comprend pas ce qui lui arrive. Il se débat. Instinctivement, il met sa tête en avant pour se libérer de ses liens. Cela ne fait qu'empirer les choses. Au bout de quelques minutes, il ne bouge plus et s'effondre, face contre sol. Le jeune meurtrier s'approche du corps du garçonnet et, avec son pied, fait rouler le corps de l'enfant pour constater le décès. Il se penche pour vérifier son pouls. Il ne bat plus. Il saisit alors le corps et le cache derrière la cabane, prend son vélo et rentre chez lui. Le lendemain, après les cours, il se rend à un supermarché et vole une scie à main. Le 26 mai, soit 2 jours plus tard, il revient sur les lieux de son crime avec son outil tout neuf. Le cadavre de Yoon Haz est encore là. La décomposition a commencé à se manifester et des insectes lui courent entre les jambes. Shinichiro brandit sa scie et, d'un geste machiavélique, en quelques allers-retours de l'instrument fatal, lui détache la tête. Il enroule par la suite celle-ci dans un vieux t-shirt et la met dans son sac. Tard dans la nuit, il ressort la tête, se masturbe et éjacule dessus. Avec un couteau à sashimi, il fait des incisions dans les yeux, recueille le sang et le boit. Puis, il passe la tête sous le robinet, le shampooine, la sèche et l'enroule dans un linge propre. Une fois cette horreur terminée,
il s'assied tranquillement à son bureau et se met à rédiger une note manuscrite qu'il plie et glisse à l'intérieur de la bouche de Yoon-Az. Et il repart, en emportant la tête, son trophée. Vers 1h du matin, Shinichiro se rend jusqu'à son lycée et accroche la tête du pauvre enfant à l'un des barreaux en aluminium du portillon. Puis, il rentre se coucher le plus naturellement du monde. Le lendemain matin. Nous sommes le 27 mai 1997. Il est 6h du matin. Le gardien du lycée Tomogaoka arrive pour pointer et récupérer son matériel de nettoyage. Il doit balayer et nettoyer l'entrée et les escaliers avant l'arrivée des élèves et des enseignants. En s'approchant du portillon, il se trouve face à un spectacle macabre et monstrueux. Le gardien est tellement ébranlé qu'il manque de tomber à la renverse. Armé de tout le courage qui lui reste, il ne touche à rien et appelle aussitôt la police. Les policiers arrivent quelques minutes plus tard et bouclent immédiatement le secteur. Le portail du lycée est, quant à lui, recouvert d'une grande bâche et la circulation est momentanément arrêtée aux alentours. Un panneau est placé à l'intention des automobilistes afin qu'ils fassent demi-tour. Les policiers font les premiers constats. La tête de l'enfant a été tranchée à la scie. Ses orbites sont vides et chacune comporte des marques de coupure en forme de X. Sa bouche est ouverte jusqu'aux oreilles. À l'intérieur, il trouve la note écrite à l'encre rouge par le meurtrier. « Ce n'est que le début du jeu. Essayez de m'attraper si vous le pouvez, bande de policiers débiles. Je veux désespérément voir des gens mourir. C'est un plaisir pour moi de commettre un meurtre. Un jugement sanglant est nécessaire et va s'abattre sur Kobe pour venger mes années de grande amertume. Signé, Croix gammée, Sakakibara Saito. » Très vite, la police identifie la victime comme étant Yoon-Az, dont la disparition a été signalée par ses parents 3 jours plus tôt. L'annonce de sa mort suscite une telle tragédie et un tel choc que la police doit faire appel à une brigade criminelle spécialisée de Tokyo, en renfort. Le corps sans tête de Az est découvert le lendemain, à côté d'un réservoir d'eau, à l'endroit même où son assassin l'a laissé. En se fiant à des témoignages, les enquêteurs dressent un portrait robot d'un possible suspect, un individu de sexe masculin, de petite taille, entre 30 et 40 ans, et originaire de Kobe. Furieux de cette erreur, le meurtrier prend sa plume et, à l'instar du tueur du Zodiac, écrit à la rédaction du journal local qui a commis l'impair de mal orthographier son pseudonyme. « Je risque ma vie pour rendre ce jeu plus amusant, parce que je sais que si on m'attrape, je serai pendu. Je pense que les flics devraient être plus tenaces pour pouvoir m'attraper. » Et il enchaîne sur le ton de la victimisation et le blâme. « Ne m'en voulez pas. C'est cette stupide éducation qui a fait de moi le monstre que je suis. C'est ce débile système éducatif qui m'a rendu sociopathe, dérangé et malheureux. Et n'écorchez plus mon nom. Je m'appelle Sakakibara Saito, non pas Sakiba Neto. Si vous refaites l'erreur, je vous promets que je tuerai 3 Mongoliens par semaine. Une dernière chose, si vous croyez que je ne tue que des enfants, vous faites fausse route. » La lettre est confiée à la brigade criminelle, qui finit par l'authentifier. À Kobe, l'ambiance est chargée, sombre et d'une tristesse intense. Les cours sont suspendus au lycée et les parents, qui jusqu'ici laissaient partir leurs enfants seuls à l'école, viennent à présent les déposer et les récupérer à la sortie, terrorisés à l'idée qu'ils soient les prochains sur la liste du meurtrier. Quant aux élèves de la classe spécialisée, tous sont retirés et gardés à domicile. Ils suivent dorénavant leurs cours à distance. Dans cette ville au taux de criminalité proche de 0 et où les gens se connaissent et entretiennent des liens cordiaux, l'ambiance a changé. Tout le monde se jauge et se méfie désormais même de son parent, de son voisin et de son proche ami. Entre-temps, l'enquête se poursuit. De fil en aiguille, les enquêteurs parviennent à un début de piste en se basant sur d'anciens témoignages et délits passés, notamment ce qui est arrivé aux écolières de Tainohata. C'est ainsi qu'ils parviennent au nom de Shinichiro Azuma. L'adolescent est finalement appréhendé, puis arrêté le 28 juin 1997, en début de soirée. La fille qui l'a poignardé à l'abdomen parvient à confirmer son identité lors de la séance d'identification au commissariat. Shinichiro passe rapidement aux aveux. Les policiers qui l'interrogent plongent ainsi dans son univers glauque et dégénéré, où la violence se mêle à la sexualité débridée, les mangas et l'idolâtrie des tueurs en série américains. L'âge du tueur, 14 ans, combiné à la cruauté de ses actes, provoque une onde de choc sans précédent, non seulement à Kobe, mais dans tout le Japon. Lors de la reconstitution, le jeune homme décrit à la police la manière cruelle avec laquelle il a exécuté le petit Yoon-Az. La manière dont il l'a convaincu de le suivre sur cette colline pour voir des tortues, comment il l'a étranglé, puis lui a tranché la tête. Certains policiers, en apprenant qu'il est allé jusqu'à boire son sang, jouer avec sa tête et éjaculer dessus,
sont tellement bouleversés qu'ils sont conduits à l'hôpital. Au moment des faits, la justice japonaise ne peut pas condamner Azuma, car il est encore mineur. Il subit néanmoins un procès à huis clos et est envoyé dans un centre de redressement pour mineurs à Tokyo. À sa majorité, il passe à nouveau devant les juges pour prolonger sa condamnation, cette fois-ci dans un centre correctionnel pour adultes. Le 11 mars 2004, le ministre de la Justice japonais annonce que Shinichiro Azuma a été libéré, sain d'esprit, et qu'il vit désormais sous une nouvelle identité. En 2015, il a publié un livre autobiographique intitulé Zeka, où il raconte son enfance et son parcours criminel. Aujourd'hui, il subsiste peu sinon aucune information au sujet de sa vie post-carcérale. On sait juste qu'il est âgé de 42 ans et qu'il vit dans la ville d'Adachi-ku, dans la préfecture de Tokyo, où il travaille comme mécanicien chez un détaillant automobile. Il est toujours sous observation policière. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveaux. Merci et à bientôt.